Oui, c'est ça, les téléphones. Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui Goedenavond allemaal. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, dames en heren. Op 15 april hebben we aangekondigd dat we een vergadering van de Nationale Veiligheidsraad zouden houden om de modaliteiten van ons geleidelijke afbouw in fase vast te leggen, de zogenaamde exit strategy. We komen uit 7 weken van enorm opofferingen, op menselijke vlak, op sociale vlak en ook op economische vlak. Het is nu tijd om naar de toekomst te kijken. We kunnen dat doen omdat de cijfers ons tonen dat de verspreiding van COVID-19 in België kon worden afgeremd. Daar komen we nog op terug. Maar het COVID is nog niet verdwenen. Het virus is nog steeds erg aanwezig en het is gevaarlijk voor de bevolking. Het is absoluut noodzakelijk dat de veiligheidsmaatregelen ook tijdens de afbouwfase worden nageleefd. Si nous pouvons aujourd'hui vous présenter une stratégie de sortie, c'est aussi parce que les citoyens ont également mené la lutte contre le Covid-19. Ces citoyens font partie du corps médical et du personnel soignant. On ne soulignera jamais assez votre courage. Nous vous remercions. D'autres ont continué à faire en sorte que la Belgique puisse continuer à fonctionner, même au ralenti. Je pense aussi aux citoyens qui n'avaient pas vocation à se retrouver en première ligne, mais qui, par solidarité, ont décidé d'accorder un peu de leur temps, de leur énergie, de leurs moyens aussi, pour aider ceux et celles qui sont dans le besoin. Plus généralement, je pense aussi à toutes celles et ceux qui ont veillé à respecter les consignes, même lorsque celles-ci devenaient difficilement soutenables. Sans vous, tout ceci n'aurait pas été possible. Merci. Als we u vandaag een exit-strategie kunnen voorleggen, dan het is omdat mensen meegestreden hebben tegen COVID-19. Dat zijn onder meer mensen van het medische en verzorgend personeel. We kunnen niet genoeg bewondering en dankbaarheid uitdrukken voor jullie inzet. En ook de inzet van andere mensen die ervoor zorgen dat België blijft draait, zelf in slow motion. Ik denk ook aan die mensen die eigenlijk niet in de frontline hadden moeten staan, maar die uit solidariteit beslist hebben om een beetje van hun tijd, van hun energie en ook van hun middelen te geven om mensen in nood te helpen. Maar ik denk eigenlijk aan alle mensen die de instructies hebben gevolgd,
ook toen ze bijna ondraaglijk werden. Zonder jullie allemaal was dit niet mogelijk geweest. En bedankt. Beaucoup d'entre vous qui nous regardent ce soir attendent des perspectives claires pour les prochaines semaines. Nous en donnerons autant que possible. Mais il est impossible de vous offrir des garanties, de répondre à toutes les incertitudes en ce qui concerne notre futur. Et pourquoi ? Parce que le déconfinement est une opération jamais réalisée dans l'histoire de notre pays. La Belgique n'a en effet jamais dû se déconfiner, et tant mieux d'ailleurs. Ensuite, parce que le déconfinement dépend largement de l'évolution de la situation sanitaire. Notre travail se base sur des hypothèses, des prévisions, et personne ne peut prédire avec certitude de quoi sera fait demain. Le virus a encore beaucoup de secrets à nous livrer, même si la recherche d'un vaccin, d'un traitement miracle, continue de mobiliser toute la communauté scientifique. Tout cela rend l'équilibre fragile, l'équation difficile, et c'est pour ça que vous devez à l'esprit que rien n'est gravé dans le marbre, et certainement pas les échéances. Om goed te begrijpen waar we naartoe gaan, moeten we eerst begrijpen waar we vandaan komen. Vandaag bevestigen alle simulaties ons dat de beslissing om de inperkingsmaatregelen te nemen noodzakelijk was. Deze grafiek van de universiteiten van Antwerpen en Hasselt legt het heel goed uit. Als deze maatregelen niet hadden genomen, het is die grafiek, of als we er te vroeg mee waren gestopt, hadden we ons doel niet kunnen bereiken. Het doel is ons gezondheidsdienst niet te overbelasten. L'objectif est bien d'éviter la saturation de nos services de santé. Et nous voyons bien, chaque jour à 11 heures, que l'évolution du nombre d'entrées journalières à l'hôpital diminue. Ce vendredi, nous comptons 210 nouvelles admissions. Il y a environ un mois, nous comptions près de 500 à 600 nouvelles admissions par jour. Over het geheel genomen zijn we erin geslaagd om de curve van de ziekenhuisopname af te vlakken. We zeggen flatten the curve. En zo een oververzadiging van de ziekenhuis te voorkomen. Afbouw kan alleen worden overwogen als deze algemene neerwaartse trend in de komende week wordt bevestigd. De curve van de overlijdens volgt hetzelfde traject als die van de ziekenhuisopname. Wat we goed moeten beseffen is dat achter deze cijfers, achter deze grafieken, echte mensen zitten die lijden of die gestorven zijn en gezinnen die rouwen en voor wie dit bijzonder pijnlijk is. Ik denk ook aan de woonzorgcentra, waar de situatie nog altijd heel moeilijk is. Een curve zoals deze zal nooit het lijden kunnen vatten van de mensen en de familie die erachter zitten. De exit-strategie is gebaseerd op 3 zekerheden. Het proces zal progressief verlopen. Dat wil zeggen dat het een geleidelijk proces zal zijn en het zal in fase gebeuren. Het proces zal ook evolutief zijn. Dat wil zeggen dat we bepaalde maatregelen moeten kunnen aanpassen in functie van de verdere verspreiding van het virus. Daarom zullen we uiterst waakzaam zijn over de gezondheidssituatie. Het proces is ook niet definitief. Dat wil zeggen dat we nooit kunnen uitsluiten dat we een stap terug moeten zetten als het virus weer zou opflakkeren en zo te veel druk zou leggen op onze gezondheidsdiensten. Om te bepalen wat de beste strategie is het essentieel om het juiste evenwicht te vinden tussen verschillende overwegingen. De eerste is natuurlijk de gezondheid.
Dat is vanaf het begin onze prioriteit geweest. We moeten ook rekening houden met de gevolgen van de inperking op het welzijn van onze mensen, vooral dat van de meest kwetsbaren onder ons en de gevolgen voor economische vitaliteit van ons land. Tot slot moeten we ook onze verantwoordelijkheid opnemen voor onze kinderen en hun onderwijs. Het is een evenwicht dat zo mogelijk moet aansluiten bij de realiteit op het terrein. Het is door rekening te houden met alle deze vereisten dat de federale overheid en de deelstaten op basis van het advies van de GEES de gefaseerde strategie hebben bepaald die we u nu zullen uitleggen. Ik wil trouwens uit de grond van mijn hart de experten bedanken die naast hun gewone job heel hard hebben gewerkt om ons op een zeer korte tijd een eerste advies te geven. We zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Avant d'entamer le détail de cette stratégie, laissez-moi parcourir avec vous les règles qui resteront en vigueur en tout état de cause, quelles que soient les phases envisagées aujourd'hui. Tout d'abord, la limitation autant que possible des contacts entre des personnes, c'est-à-dire réduire au maximum le nombre de personnes différentes que vous côtoyez. C'est très important. Ensuite, lors de ces rencontres, respectez les distances de sécurité. En tout état de cause, il faut continuer les bons réflexes en matière d'hygiène et les distances de sécurité, comme je l'ai dit. Les règles, vous les connaissez, mais il faut à chaque fois les répéter. Se laver les mains au savon régulièrement, éternuer dans son coude, c'est ce qu'on appelle les gestes barrières, utiliser des mouchoirs jetables et rester chez soi, bien sûr, quand on est malade et en tout état de cause. Si vous ne vous sentez pas bien, que vous avez des symptômes grippaux ou d'autres symptômes, prenez contact avec votre médecin. Il y a trop de nombreuses personnes qui tardent aujourd'hui à consulter leur médecin et qui se trouvent tout d'un coup dans des situations médicales compliquées qui n'ont rien à voir avec le Covid-19. On peut encore aujourd'hui être malade d'autre chose que du Covid-19. Donc restez attentifs. Nous voyons des difficultés que nous ne voyions pas avant dans les hôpitaux à cause de la crainte de prendre contact avec son médecin ou d'aller le voir. Ook mondneusbedekking in stof of zogenaamde comfortmask zullen een sleutelrol spelen in onze afbouwstrategieën. We weten dat ze een extra bescherming kunnen bieden door het risico op besmetting te beperken, ook al zijn ze op zich niet voldoende. Daarom raden wij het gebruik ervan sterk aan wanneer u zich in de openbare ruimte bevindt, maar vooral wanneer de fysieke afstand niet kan worden gegarandeerd. Le port d'une protection qui couvre donc à la fois la bouche et le nez sera d'ailleurs obligatoire dans les transports en commun à partir du 4 mai pour les voyageurs à partir de 12 ans. Par ce terme, il faut entendre le port d'un masque ou de toute autre alternative qui permette de se couvrir, comme je l'ai dit, à la fois la bouche et le nez, comme par exemple un foulard ou une écharpe. Ce sont des alternatives qui sont totalement acceptables. Et cette obligation devra s'appliquer dès l'entrée dans une gare, par exemple, une station de métro, un point d'arrêt de bus. Les masques seront aussi utilisés dans le cadre du travail, si les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées. Le gouvernement fédéral et les entités fédérées mettent en place une stratégie commune qui permettra de garantir que chaque citoyen reçoive gratuitement au moins une protection en tissu normé couvrant à la fois la bouche et le nez. Diverses initiatives fédérales, régionales
et des communautés seront donc cumulées pour atteindre cet objectif. Et par ailleurs, nous souhaitons distribuer 2 filtres par personne afin que chaque citoyen qui le souhaite puisse les intégrer dans les masques qu'il aura déjà acquis ou confectionnés lui-même. Il est important d'orienter toutes les initiatives vers une utilisation durable de ces protections et de garantir aussi que les masques chirurgicaux et FFP2 restent réservés à ceux qui en ont vraiment besoin, à savoir les professionnels des soins de santé, des maisons de repos, des collectivités, ainsi que les services de sécurité. Nous proposerons des tutoriels et autres modes d'emploi aussi facilement accessibles au public afin de guider les citoyens et leur permettre de créer des masques en toute sécurité, mais aussi de les porter de la manière la plus adéquate possible. Il faut aussi qu'on les informe sur la qualité des masques durables qu'ils achètent. Les protections de type foulard et bandana, comme je l'ai dit, permettent aussi un niveau de protection. Il est cependant toujours important qu'elles couvrent à la fois la bouche et le nez. Tout ceci, évidemment, en plus de la responsabilité des employeurs, y compris publics, de fournir des moyens de protection aux travailleurs si cela est nécessaire. Nous sommes tous mobilisés, tous, tout niveau de pouvoir confondu, pour protéger la population. Je rappelle aussi qu'un masque, ça n'est pas une protection en soi et qu'il doit être envisagé dans le cadre du respect des distances de sécurité et des règles d'hygiène. Il est important donc de l'utiliser de manière rigoureuse. Ça signifie par exemple qu'il faut se laver les mains avant et après avoir manipulé votre masque, qu'il faut le positionner correctement sur votre visage. Donc, je le répète, c'est très important, en couvrant à la fois le nez et la bouche. Il ne faut plus y toucher quand vous l'avez placé sur votre visage. Et puis, évidemment, s'agissant de masques en tissu, vous devez les laver à haute température après chaque utilisation. In de afbouwfase zal het openbaar vervoer intensiever gebruikt worden. Daarom zijn de verschillende federale en regionale vervoermaatschappijen, zoals de Lijn, SNCB, TEC, MIVB, begin hun aanbod progressief te vergroten om tegen 4 mei klaar te zijn. Om grote drukte te vermijden is het tijdens alle fasen van de afbouw aanbevolen om je met eigen middelen te verplaatsen. Dus te voet of met de fiets of met de auto enzovoort. Om plaatsen te maken op de bussen en de tram bijvoorbeeld voor de mensen die ze het meest nodig hebben. Het is ook aanbevolen om de piekuren te vermijden tenzij het echt noodzakelijk is. En ce qui concerne l'organisation du travail, le groupe des 10, donc ses patrons et syndicats, a validé un guide général de bonnes pratiques. Celui sera la base d'accords sectoriels à conclure. Ce guide servira de référence pour un redémarrage économique progressif dans des conditions saines et sûres pour toutes et tous. Je rappelle la combinaison de la limitation des contacts, le respect des distances de sécurité, le port d'une protection couvrant la bouche et le nez et le respect des règles d'hygiène vous permettra de limiter drastiquement le risque de contamination. Et ceci est d'autant plus important si vous faites partie des groupes dits à risque. Dat was dus de basisregels. Nu gaan we over het afbouwplan zelf. U weet het, dat plan zal gradueel ingevoerd worden. Elke overgang van één fase naar een andere zal verlopen via een monitoring. Door de monitoring kunnen we bepalen of de verspreiding van het virus het toelaat naar een volgende fase over te gaan. De monitoring is gebaseerd op een aantal criteria, waaronder de verspreiding van het virus, het aantal
ziekenhuisopnames en de verzadiging van de afdelingen intensieve zorg. De monitoring zal gaandeweg verfijnd worden. De bedoeling is om vroegtijdig te kunnen detecteren of de verspreiding van het virus in ons land gunstig evolueert of ongunstig. De overgaan van de ene fase naar de andere zal bevestigd worden a priori een week voor de verwachte datum. Le Conseil national de sécurité a donc arrêté une stratégie de déconfinement en plusieurs phases, avec une première phase en 2 parties. Afin de gagner en lisibilité, nous allons parcourir les mesures d'assouplissement phase par phase en les répartissant sur 4 niveaux, celles qui concernent la vie économique au sens large, celles qui concernent le monde de la santé, celles relatives à l'enseignement et enfin les mesures qui ont trait à notre vie quotidienne. Je rappelle peut-être une évidence, une règle de confinement reste d'application jusqu'à ce que cette règle soit explicitement changée. Autrement dit, si une règle n'est pas explicitement modifiée ce soir, c'est que la mesure reste d'application. We beginnen met de fase 0, de fase waarin we in feite nu zitten. We hebben de regels al vaak herhaald. Het zijn regels over verplaatsingen, over welke activiteiten toegelaten zijn en welke niet, en over wat open blijft en wat niet. Ik wil u eraan herinneren dat te werken in deze fase, in dit fase, is toegestaan. Het is zelf belangrijk om te kunnen blijven werken in publiek- en privébedrijven en in intercommunaalse, uiteraard onder vooraf vastgestelde voorwaarden. Ik benadruk dit omdat het erop lijkt dat veel activiteiten zijn stopgezet toen dat niet nodig was. De Nationale Veiligheidsraad had er niet om gevraagd. Bovendien wil ik u eraan herinneren dat de opvang in de scholen rekening moet kunnen houden met de verschillende fasen van afbouw. Het is ook heel belangrijk dat de zorg voor jongere kinderen volledig in overeenstemming gebeurt met de geldende normen. En ik wil ook opwijzen dat, wat het bijzondere onderwijs betreft, het aanbod en de eventuele therapeutische zorg gehandhaafd blijven, gehandhaafd moeten blijven. La phase 1A. La première phase sera déployée en 2 temps. La première partie devrait se mettre en place dès le 4 mai prochain. Et j'insiste sur le conditionnel devrait se mettre en place car l'évolution de la situation sanitaire pourrait retarder l'application des phases successives de déconfinement. Au niveau de la vie économique, pour les industries et les services B2B, ce qu'on appelle donc business to business, c'est-à-dire les relations entre professionnels ou entre entreprises, eh bien, le télétravail reste la norme dans la mesure du possible. Et en ce qui concerne l'organisation du travail, le groupe des 10 a, comme je vous l'ai dit, validé un guide général de bonnes pratiques. Il sera donc désormais permis de pallier à l'impossibilité de respecter la distance de sécurité dans une entreprise par le biais du respect d'une série de recommandations sanitaires, dont, mais pas seulement, le port du masque. Pour le reste, en ce compris les commerces et l'ORECA, les règles ne changent pas à ce stade, sauf pour une exception, les magasins de tissus et merceries qui, elles, vu le rôle important des protections couvrant le nez et la bouche dans le déconfinement, pourront ouvrir leurs portes toujours en respectant les règles imposées au commerce actuellement. Nous sommes toujours dans la phase 1A, au niveau de la santé. Ces dernières semaines, l'épidémie a eu un impact important sur l'offre de soins, on le sait, tant au niveau de la médecine de première ligne que des hôpitaux.
Les groupes de travail étudient déjà comment répondre à la fois à l'impératif de continuer à offrir les meilleurs soins aux personnes infectées par le Covid-19, tout en élargissant graduellement et de façon sécurisée l'accès aux soins de santé généraux, mais aussi spécialisés. Notre volonté est que, le plus rapidement possible, chacune et chacun puisse avoir accès aux soins de santé de manière à nouveau, dirais-je, normale, tout en évitant évidemment de saturer les infrastructures médicales nécessaires à la prise en charge des malades du virus. Au niveau de l'enseignement dans cette phase, il n'y a pas de changement. Les cours restent donc suspendus et les garderies continuent à être organisées en tenant compte des différentes phases du déconfinement. Et il est effectivement également important que l'accueil de la petite enfance soit pleinement assuré en respectant les normes en vigueur. Au niveau de la vie quotidienne, la règle générale reste la même. Les citoyens doivent rester chez eux, sauf exception, comme par exemple, et vous connaissez déjà ces règles par cœur, lorsqu'ils doivent aller travailler, lorsqu'ils doivent faire leurs courses, ou encore quand ils doivent se rendre à un rendez-vous médical. Une évolution, l'activité physique en extérieur sera permise avec 2 personnes maximum, en plus de celles évidemment qui vivent avec vous sous le même toit. En fait, pour mieux comprendre, la règle actuelle qui vous permet de vous promener ou de faire du sport avec une personne qui ne fait pas partie de votre foyer est en fait élargie tout simplement à 2 personnes, à condition, toujours à condition, de respecter les distances de sécurité. Il sera également permis de pratiquer d'autres activités sportives, à condition de nouveau qu'elles se pratiquent à l'air libre, sans contact, en respectant les distances de sécurité. On le rappelle souvent, mais parce que c'est fondamental, pas comme par exemple le tennis, l'athlétisme, la pêche ou par exemple même le kayak. Bien entendu, pour l'ensemble de ces sports, mais ce sont des exemples, pour l'ensemble de ces sports pratiqués à l'extérieur, s'ils nécessitent une infrastructure, l'accès aux douches communes, aux vestiaires ou encore aux cafétérias reste interdite. Fase 1b. Dus dat blijft fase 1, maar dat is de tweede deel van de fase 1. Het tweede deel van de eerste fase moeten ingaan vanaf 11 mei. In deze fase gaat het alleen om winkels die opnieuw open kunnen gaan. De andere regels uit fase 1a blijven dus onveranderd. Deze fase laat toe dat de winkels allemaal tegelijk weer open kunnen gaan, zonder discriminatie op basis van grootte of sector, om zo iedereen dezelfde kans op succes te gunnen. We zullen deze week de tijd nemen om de voorwaarden voor die heropening te bepalen met de steun van de GEES. We zullen ook meer uitleg geven over de toekomstige sportwedstrijd. We moeten, en ik kom terug naar de detailhandel, we moeten in gedacht houden dat de detailhandel een belangrijke rol speelt in het dagelijkse leven, zowel op sociaal en op economische vlak. De gesprekken zullen in overleg met de sectoren en de sociale partners worden gevoerd. Er zijn 3 soorten voorwaarden die zullen besproken worden met de sector, met betrekking tot de organisatie van het werk, de ontvangst van klanten en het beperken van de toegang tot de winkel om drukte te vermijden. We zullen ook op korte termijn, ik heb dat gezegd, de sportcompetitie verduidelijken, de toekomst van de sportcompetitie. Ik denk dat het is iemand die vindt het superbelangrijk en dit is 2 keer geschreven in mijn nota. De uitoefening van zogenaamde contactberoepen, zoals dat van kapper bijvoorbeeld, is in deze fase nog niet toegestaan. La phase 2. La deuxième phase s'envisage à partir
du 18 mai prochain. Vous avez bien entendu que je dis qu'elle s'envisage à partir d'une certaine date. Vous comprenez que plus on avance dans le temps, moins les certitudes, d'abord on sait qu'il n'y en a pas, mais moins les certitudes sont possiblement présentes. Alors, au niveau de la vie économique, pour les commerces, il serait examiné si et sous quelles conditions les professions impliquant des contacts physiques, par exemple les coiffeurs, pourraient reprendre leur activité. Il ne sera malheureusement toujours pas possible pour les cafés, les restaurants, les dancing et les autres lieux qui sont susceptibles de brasser du monde de reprendre leurs activités. Et nous savons à quel point ça représente une vraie difficulté pour tout un secteur. Il s'agit de nombreuses femmes, de nombreux hommes entrepreneurs qui non seulement participent à faire vivre notre tissu économique par le biais de leur activité, mais aussi à animer notre vie sociale. Et c'est vrai qu'ils perdent un lourd tribut dans la lutte contre le coronavirus et nous resterons à leur côté. L'ouverture des musées, elle, pourra s'envisager dans la phase 2, sous conditions également, par exemple via le développement d'un système de ticketing. Au niveau de la vie quotidienne, on étudiera plusieurs pistes comme la possibilité d'autoriser les réunions privées à domicile, celle d'autoriser la présence d'un plus grand nombre de personnes au mariage, mais aussi aux enterrements, et celle de permettre à plus de 2 personnes de pratiquer une activité en extérieur, et enfin, la possibilité d'organiser des excursions d'une journée dans certaines autres régions du pays, comme la côte belge ou les Ardennes, ou encore de se rendre dans sa seconde résidence. Au niveau de l'enseignement, la reprise des cours sera très progressive. Elle aura lieu à partir du 18 mai. Et cette reprise ne concernera effectivement pas tous les élèves et chaque communauté aura la charge d'élaborer en concertation avec le secteur l'opérationnalisation de cette décision. Alors pour parler enseignement, vous savez que ça n'est vraiment pas une compétence fédérale et donc je vais donner la parole au ministre-président pour discuter de cette matière. Misschien eerst Jan, alsjeblieft. Dank u wel, mevrouw de eerste minister. Inderdaad een belangrijk onderwerp, denk ik, het onderwijs, waar de laatste dagen ook al veel over te doen is. Zoals de eerste minister zegt, is de startdatum van het onderwijs 18 mei. Maar heeft men de mogelijkheid om al op 15 mei te starten, om bij wijze van een soort pilootfase, om daaruit te leren, om dan vanaf 18 mei fatsoenlijk te starten. Wat is nu de verschillende geledingen van het onderwijs, wat is er voorzien? Eerst en vooral wat de kleuterschool betreft, zullen de lessen geschorst blijven, minstens tot eind mei. Dus we zullen een tijdje voor eind mei bekijken of men vanaf juni open kan gaan, maar de lessen blijven minstens geschorst tot eind mei. Dan in het basis- en in de middelbare school zullen er telkens de lessen op school herstarten voor een maximum van 3 leerjaren. Dus 3 leerjaren in het lager onderwijs, 3 leerjaren in het middelbaar onderwijs. Het is zo dat ook les zal gegeven worden in kleinere groepen en ze krijgen gelijktijdig les op school waar ze worden opgesplitst in kleinere groepen of waar het onderwijs zo wordt opgebouwd dat men en in school les krijgt en taken mee naar huis krijgt. Dus de 2, thuiswerk en onderwijs. Om te bepalen welke studiejaren dat zullen in aanmerking komen, gaat het eerst en vooral over de afstudeerjaren. Gaat het ook in de lagere school over de eerste 2 studiejaren, omdat men daar, ik zeg altijd, je leert het meeste van heel je leven in het eerste leerjaar en in het tweede leerjaar wordt dat nog eens herhaald. Daar leert je lezen, daar leert je schrijven, daar leert je rekenen. Dus daar gaat de focus op. En dan ook naar praktijkgerichte opleidingen. Daar zal ook de focus op gaan. Ook een vraag die vaak terugkomt is, scholen blijven verantwoordelijk voor de opvang van kinderen. Tot hiertoe was het zo dat dat was voor kinderen waarvan de ouders werkten in de essentiële sectoren of de meest kwetsbare kinderen. Maar nu zal het ook gaan voor kinderen waarvan de ouders gaan werken en geen andere opvang voor de kinderen hebben.
Dus dat is een eerste deel. Dus de algemene bedoeling is om het risico van overdracht in de schoolcontext te minimaliseren. Door dus het toepassen van altijd diezelfde basisregels, fysiek afstand behouden, handhygiëne en het gebruik van mondmaskers. Het is evident dat kinderen of personeel die ziekteverschijnselen vertonen, ja, dat die vriendelijk verzocht worden om thuis te blijven. Dat is de bedoeling. Wat het betreft het dragen van mondmaskers en de uitrusting, die moet gerespecteerd worden. Minstens alle leerlingen ouder dan 12 jaar en de personeelsleden moeten de hele dag door een mondmasker of een andere, wat de eerste minister daar straks al uitgelegd heeft, neus-mondbescherming dragen. Het gebruik van die speciale FFP2-maskers, dat wordt niet aangeraden, wordt niet aanbevolen. Het onderhoudspersoneel en de gezondheidswerkers die zich in scholen begeven, die moeten boven het mondmasker of de mond-neusbescherming ook nog handschoenen dragen. Voor de rest worden er heel wat voorzorgsmaatregelen genomen die, denk ik, logisch zijn in zo'n omgeving. En dat gaat dan over handen wassen. Dus water, zeep, handengel moet ter beschikking staan van de leerlingen en ook van het personeel. En er wordt heel duidelijk aangegeven wanneer men dat moet doen, de handen wassen, bij het betreden van de school, bij het betreden van het klaslokaal, dus na de speeltijd, na het toiletbezoek, allemaal logische dingen, na hoesten of niezen, na het bedienen van een distributiemachine en ook dan weer voor het verlaten van de school. Dus daar gaat heel nauwgezet op toegezien worden dat ook die hygiënemaatregelen opgevolgd worden. Dan, hoe is de organisatie binnen de klas? Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Het is zo dat in een klas maximum 10 leerlingen tegelijkertijd mogen aanwezig zijn, natuurlijk met een leerkracht. En dus er moet minimum 4 vierkante meter per leerling voorzien worden en een minimum van 8 vierkante meter extra daarbovenop per leerkracht die zich in de klas bevindt. Dan zijn er heel praktische richtlijnen hoe de stoelen en de tafels geschikt moeten worden, maar dat zal u wel kunnen bedenken. Ook wat de schoolorganisatie betreft, vergaderingen en al die dingen, wordt er zo weinig mogelijk fysiek contact. Daar ook zal conference call en van die dingen gebeuren voor leraarvergadering, ook voor contacten met de ouders, maar dat lijkt me de logica allemaal zelf. Ook voor de toiletten zijn er speciale hygiënemaatregelen, dus de toegang tot de toiletten wordt beperkt. Zoveel studenten mogen tegelijkertijd in het toilettencomplex binnenkomen als er wasbekkens zijn. En die wasbekkens die moeten ook voorzien zijn van de nodige middelen, zeep en wegwerpdoekjes. Dus dat zal ook mee geafficheerd worden in school, zodanig dat men daar continu mee geconfronteerd wordt aan welke hygiënemaatregelen zich men moet voldoen. Dus ik denk dat dat allemaal goed georganiseerd is om de leerlingen en ook de leerkrachten natuurlijk in een zo goed mogelijk en zo hygiënisch mogelijke omstandigheden hun werk te laten doen. Dank u, Jan. Pierre-Yves. Au risque évidemment peut-être de répéter certaines choses, mais je pense que les écoles, c'est évidemment un sujet aussi très important. Donc les cours reprendront de façon très progressive et partielle le 18 mai. Par rapport au public visé, les écoles maternelles, pour les écoles maternelles, les leçons resteront et les cours resteront suspendus. Concernant les écoles primaires et secondaires, comme ça a été dit, maximum 3 années dans le primaire et secondaire et une reprise à temps partiel en fixant un nombre de jours à déterminer. Vous l'aurez compris que sur les modalités, les différentes communautés auront la possibilité de définir ces modalités. En ce qui concerne la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous aurons une concertation demain. Comme ça a été dit aussi, les classes seront évidemment divisées en petits groupes. Une priorité par rapport au public cible sera donnée aux années diplômantes, notamment la 6e secondaire, mais aussi la 6e primaire qui est une année certificative, par rapport aussi aux étudiants ayant besoin d'apprentissage spécifique ou celles et ceux qui sont dans des orientations professionnelles. On l'a dit, les écoles restent ouvertes pour l'accueil des enfants et devront s'adapter par rapport aux différentes phases de la stratégie de déconfinement. Les déplacements effectués dans le cadre de l'enseignement sont considérés comme des déplacements essentiels, que ce soit pour amener les enfants, mais aussi pour venir chercher des cours ou des travaux à faire à domicile. Le principe général étant évidemment de minimiser le risque de transmission
dans le contexte scolaire en appliquant bien la distance physique, l'hygiène des mains et les masques buccaux. Les enfants ou le personnel présentant des signes cliniques doivent rester à la maison, ainsi que les enfants et le personnel appartenant à des groupes à risque. Ces enfants devront recevoir un enseignement à distance. Concernant les masques buccaux et équipements, au moins les élèves de plus de 12 ans et les membres du personnel devront porter un masque ou une autre protection nez-bouche, comme ça a été défini. L'utilisation de masques FFP2 n'est pas recommandée et le personnel d'entretien et les agents de santé devront également porter des gants. Concernant l'hygiène des mains, tous les élèves et le personnel doivent se laver les mains à plusieurs reprises. Ce sera évidemment précisé en entrant dans l'école, en rentrant dans la classe et dans toute une série de conditions précises. Maximum des classes de 10 élèves avec un minimum de 4 mètres carrés par élève et 8 mètres carrés supplémentaires par enseignant. Disposition des bancs. Les places en classe devront être fixes. Les expériences chimie, physique, biologie qui nécessitent un mouvement et une interaction étroite entre les étudiants ne seront pas organisées. Les cours d'éducation physique pourront l'être à certaines conditions plus précises. Concernant l'organisation scolaire, les contacts avec les parents devront se faire via vidéoconférence. Les réunions non essentielles devront être annulées. La rentrée à l'école, la sortie, les heures de jeu, les réfectoires pourront évidemment être adaptés en respectant bien évidemment une distance de plus d'1,50 m par élève. Les repas chauds ne seront pas servis dans le réfectoire, mais il n'y aura pas de repas chauds et les repas froids seront préférés, de préférence organisés en classe. Par rapport à l'accès aux toilettes, il doit être limité au nombre d'éviers, il doit être pourvu de savon et de serviettes jetables. Il y a toute une série aussi de modalités qui seront précisées, notamment aussi concernant le nettoyage, puisque les classes devront être nettoyées après chaque journée d'école et après chaque utilisation par un groupe d'élèves différents, et les sanités devront être vérifiées, éventuellement nettoyées 2 fois par jour. Enfin, les parents d'élèves présentant des symptômes doivent être contactés immédiatement pour récupérer leur enfant. L'enfant et ses contacts doivent être testés et un espace dédié doit aussi être prévu pour les élèves malades et équipés de matériel nécessaire. Voilà des conditions, vous le voyez, très précises permettant la réorganisation et l'ouverture des écoles à partir du 18 mai. Merci Pierre-Yves. Oliver. Ja, vielen Dank, Sophie. Ich freue mich zunächst darüber, dass es den 3 Gemeinschaften gelungen ist, einen gemeinsamen Rahmen zu schaffen für das Unterrichtswesen. Und das bedeutet für die deutschsprachige Gemeinschaft, dass wir auch teilweise jahrgangsbezogen ab dem 18. Mai unsere Schulen wieder öffnen werden. Wir werden uns ähnlich wie die französische Gemeinschaft konzentrieren auf die Abschlussjahre, auf die berufliche Bildung, auf die Schüler mit spezifischem Lernbedarf und natürlich auch auf die Schüler des 1. und 2. Primarschuljahres. Die strengen Hygiene- und Distanzregeln, die Jan Jambon eben vorgetragen hat, werden selbstverständlich auch für unsere Schulen Anwendung finden. Wir haben ein großes Interesse, sehr vorsichtig vorzugehen. Unser Unterrichtsminister befindet sich in einem ständigen Dialog mit den Schulgemeinschaften und ich denke, wir sollten bei der Organisation der Wiedereröffnung von Schulen großen Wert auf die Meinung der Verantwortlichen vor Ort legen. Und deswegen wird am kommenden Dienstag eine weitere Konzertierung stattfinden, um nähere Modalitäten mitteilen zu können. Ganz grundsätzlich gilt, wir befinden uns hier vor einer sehr schwierigen Gratwanderung. Ich denke, uns allen ist bewusst, dass viele Menschen unter den jetzigen Maßnahmen leiden. Sie bangen um ihren Arbeitsplatz, sie bangen um ihre Zukunft, manche auch um ihre Existenz. Und diese Maßnahmen haben selbstverständlich auch Kollateralschäden, das ist bewusst, wirtschaftliche und auch psychologische. Und uns ist auch bewusst, dass der Anspruch auf Bildung, der Anspruch auf Bildungsgerechtigkeit ein äußerst hohes Gut ist. Auf der anderen Seite muss es aber in Zukunft auch gelten, dass wir die Kapazitätsgrenzen im Gesundheitswesen nicht überschreiten, denn wenn das passiert, dann waren all die Anstrengungen, die die Menschen unternommen haben, umsonst. Dann würden die vielen Erfolge, die diese Menschen bislang errungen haben, zunichte gemacht. Das dürfen wir nicht riskieren. Und deshalb bedanke ich mich ganz herzlich für die Solidarität und die Disziplin in der Bevölkerung. Solidarität und Disziplin, das sind die Voraussetzungen, um später weitere Lockerungen vornehmen zu können. Danke, Oliver. Maintenant, je vous propose de passer à la phase 3.
La phase 3 démarrera au plus tôt le 8 juin. Nous travaillerons avec les experts et les secteurs concernés pour la modéliser et plusieurs points devront être examinés. La réouverture potentielle, progressive des restaurants et puis dans un timing plus lointain des cafés et des bars, et cela évidemment sous strictes conditions. Et je rappelle que cette phase est particulièrement celle relative aux restaurants, bars, cafés, est une phase qui sera particulièrement complexe à appréhender. On se posera également la question des différentes activités de l'été, les voyages à l'étranger, les camps de mouvement de jeunesse. Là, on essaye de pouvoir prendre la décision la plus tôt possible pour pouvoir les aider à s'organiser. Elle viendra au plus tard fin mai. Il y a aussi les stages, les attractions touristiques. Alors, on sait déjà que les événements de type festival ne pourront pas avoir lieu jusqu'au 31 août et on évaluera la possibilité d'autoriser des événements en plein air, de plus petites envergures, en concertation avec les pouvoirs locaux, mais là aussi, la prudence est de mise, vu l'imprévisibilité de la situation. Et je rappelle, quand ce n'est pas autorisé, ce n'est pas permis. Pour assurer le déconfinement dans les meilleures conditions possibles, le testing et le tracing joueront aussi un rôle prépondérant. En ce qui concerne le dépistage, donc c'est ce qu'on appelle le testing, l'objectif est de pouvoir offrir un test de laboratoire à toutes les personnes qui en nécessitent, c'est-à-dire ceux qui présentent des symptômes et pour qui un médecin suspecte une infection, les personnes fortement exposées au virus de par leur profession et les personnes exposées au virus après un contact rapproché avec une personne qui s'avère être infectée. La capacité de nos laboratoires atteindra 25 000 tests PCR par jour pour le 4 mai et cette capacité sera extensible jusqu'à 45 000. Et ce, afin de pouvoir fournir un appui à la réalisation des tests, les laboratoires publics et privés ainsi que la plateforme fédérale seront pleinement mobilisés. Ils le sont déjà d'ailleurs. Concernant l'approvisionnement en matériel médical, les livraisons continuent et nous disposons d'un stock de matériel d'achat suffisant pour le moment. À propos des tests sérologiques, ils seront destinés à étudier le niveau d'exposition au virus et l'immunité dans des groupes sélectionnés, suivre l'épidémie, suivre le personnel de soins et le personnel lié à des groupes qui sont plus vulnérables et réaliser des tests sur prescription du médecin. Notre capacité aussi pour ces prochains mois est sécurisée. Je vous ai dit, le testing et le tracing vont de pair et pourtant il s'agit de compétences qui ne sont pas partagées, mais dont nous faisons en sorte de mettre en commun nos expertises les plus grandes. Donc, sur la question du tracing, je propose de passer tout de suite la parole à Élie. Merci Sophie. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit en réalité de suivre les personnes qui ont été en contact rapproché avec une personne qui est infectée du virus. Et donc, les 3 régions et la communauté germanophone se sont mis d'accord. Il y aura dans chaque entité fédérée, il y aura un call center, un contact center. Sur l'ensemble du pays, ces contact centers vont compter de l'ordre de 2000 personnes. Chaque région et la communauté germanophone, avec son personnel, fera le suivi, mais avec le soutien d'une plateforme commune, avec aussi la gestion des centres d'appel, et on aura l'appui du fédéral. En effet, au niveau interfédéral, il y aura un comité qui sera en charge notamment du testing dont vient de parler la Première ministre et du tracing, du suivi des contacts rapprochés que je viens d'évoquer. Alors on le voit ici, donc il y aura
l'instauration d'un centre d'appel opérationnel avec l'ensemble du pays qui comptera de l'ordre de 2000 équivalents temps plein, la création d'une plateforme commune, la création d'une base de données commune, un cadre juridique si c'est nécessaire. Nous verrons si c'est nécessaire, mais en tout cas, si c'était nécessaire, parce qu'il y aurait une application utilisée, automatiquement, le gouvernement fédéral s'est engagé à prendre des dispositions pour protéger la vie privée. Et bien sûr, dans le démarrage de ce contact tracing, débuterait donc dès la première phase du déconfinement. Pour le niveau interfédéral, il s'agira d'élaborer la stratégie coordonnée entre les régions et la communauté, avec notamment l'appui des experts fédéraux, avec des procédures communes, notamment en termes de recrutement. Voilà un peu la liste donc, de ce comité. Donc en résumé, un comité interfédéral et puis au niveau des régions et de la communauté germanophone, des contact centers avec un suivi. Le suivi, pour vous donner un exemple, il faudra appeler la personne qui a été infectée, lui poser la question de savoir avec qui elle a été en contact, de quelle manière ces contacts se sont établis. Et puis quand on a la liste de ces contacts, eh bien, il y aura par téléphone ou par d'autres moyens des contacts qui seront pris avec ces personnes-là pour attirer leur attention. Et si ces personnes avaient des symptômes, automatiquement ce serait pris en charge par le médecin de famille. Voilà, Sophie, les explications en simplifié. Merci, Elio. Jan. Ja, dank u wel. Dus ook in het Nederlands, wat het contacttracing betreft, wat is hier de bedoeling? De bedoeling is dat wanneer mensen het symptoom of symptomen vertonen, naar de dokter gaan en getest worden en uit de test blijkt dat men inderdaad het COVID-19-virus heeft, dat men dan doorgeeft met welke mensen men de afgelopen 2 weken contacten gehad heeft. Waarom 2 weken? U weet dat de incubatietijd van het virus 10 tot 14 dagen is. Die mensen worden dan gecontacteerd en om te vragen van zich ook te laten testen en te kijken of zij ook, geïnfecteerd zijn of niet. Nu, om dat op te zetten is er dus een contact tracing center nodig. Eerst en vooral wordt er een interfederaal comité opgericht met experten van de federale overheid. Ook de deelstaten zijn daarin aanwezig, want het effectief tracen, gelijk ik het juist uitgelegd heb, dat gebeurt onder verantwoordelijkheid dus van de deelstaten. Dat interfederaal comité moet dus eigenlijk de strategie afstemmen tussen de gemeenschappen aan de ene kant en met de federale experten aan de andere kant. Dat gaat dan over heel praktische dingen, de workflow beschrijven, de competenties beschrijven waar die mensen aan moeten doen. Dus heel praktische dingen. De organisatie is zo dat iedere deelstaat beschikt over een operationeel callcenter, dat men wel op een gemeenschappelijk platform, technologisch platform, werkt, omdat je natuurlijk, als je in Antwerpen woont, kan het toch zijn dat je afgelopen 14 dagen contacten hebt gehad met mensen uit Brussel of met mensen uit Wallonië. En als je dat allemaal in verschillende databanken moet gaan steken, is natuurlijk de zaak complexer maken. Dus er wordt gewerkt met een gemeenschappelijke onderliggende databank. De federale overheid werkt ook het privacykader uit, want u voelt aan, als je zegt hoe dat er te werk gegaan wordt, dat daar natuurlijk ook privacy uitdagingen mee gepaard gaan. Het is wel zo, als je gecontacteerd wordt om te zeggen, je hebt contact gehad met iemand die geïnfecteerd is, wordt de naam niet meegegeven. Hè. Dus er zijn toch een aantal privacybeperkingen op. En heel die zaak is essentieel in de afbouwstrategie van de strenge maatregelen die we genomen hebben. Dus de opstart van dat contact tracing, testen en contact tracing, want de twee hangen hand in hand samen. Dat zal dus gebeuren met de eerste golf van versoepeling van de maatregelen. Dank u, Jan. Nog een woord van Oliver. Auch in deutscher Sprache.
Die Frage des Testings und auch ein sehr effizientes Tracing sind Gelingensbedingungen für jede Exit-Strategie. Das sehen wir überall auf der Welt, insbesondere auch in unseren Nachbarstaaten. Und der Föderalstaat hat ja angekündigt, dass er ab dem 4. Mai 25.000, später auch vielleicht 45.000 Tests zur Verfügung stellt. Das ist wichtig. Aber das Tracing ist eine Verantwortung der 3 Regionen und der deutschsprachigen Gemeinschaft in unserem Fall. Wir sind dabei, die entsprechenden Maßnahmen vorzubereiten. Unter der Verantwortung unseres Gesundheitsministers stellen wir das entsprechende Team zusammen. Und wir sind froh, natürlich auch in diesem interföderalen Komitee direkt vertreten zu sein. Das hat Vorteile in die eine wie in die andere Richtung. Wir brauchen natürlich eine große Koordinierung dieses Prozesses für unser Land. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und werden sie wahrnemen. Dank, Oliver. Het moet duidelijk zijn dat natuurlijk niet alles op zelfs middellange termijn opnieuw open zal kunnen. Wat betreft de activiteiten die zullen worden hervat, dat kan alleen omdat we onze gewoonten fundamenteel hebben aangepast en moeten blijven aanpassen. Daarmee heeft u meer uitleg gekregen over de afbouwstrategie die in eerste instantie zou moeten plaatsvinden. We wisten al lang dat dit afbouwproces moeilijk zou worden en het zal beginnen vanaf 4 mei. Daarna hebben we een lange periode van transitie voor de boeg die ons uiteindelijk in staat zal stellen onze meest fundamentele vrijheden te herwinnen. Misschien ook wel een bepaalde vorm van normaliteit. Vanavond heeft u een relatieve visie. Een relatieve visie gekregen op onze toekomst op een korte termijn. Deze visie zou ons moeten motiveren. Het moet ons aanmoedigen om door te gaan met onze inspanning. Dat is heel belangrijk. Omdat de inspanning die we doen, lonen. Ze zijn niet voor niks. Om te slagen rekenen wij op u. We rekenen op uw verantwoordelijkheidsgevoel, op uw burgerzin, op uw gezonde verstand. Het is door de instructie zo goed mogelijk te respecteren dat we sneller de weg terug kunnen vinden naar wat ons dierbaar is en naar wie ons dierbaar is. We zullen ontegensprekelijker sterker uit deze beproeving komen. En zoals altijd, zorg goed voor uzelf en zorg goed voor de anderen. Ce soir, vous avez une vision relativement claire de notre avenir à court terme. Et cette vision doit nous motiver, elle doit nous encourager à persévérer dans l'effort, car les efforts que nous faisons paient. Nous le voyons. Ils ne sont pas inutiles. Et pour réussir, nous comptons sur vous. On compte sur votre sens des responsabilités, sur votre civisme et sur votre bon sens aussi. Et c'est en respectant au mieux les consignes que nous retrouverons au plus vite ce qui nous est cher, mais aussi celles et ceux qui nous sont chers. Nous ressortirons indéniablement, je pense, plus forts de cette épreuve. Et comme à chaque fois, comme chaque jour, prenez soin de vous et surtout, prenez soin des autres. Je vous remercie. Zijn er vragen? Y a-t-il des questions? Je vous écoute. Vous m'entendez? Ok. Je tente ce micro-ci. Une première question concernant les commerces. Vous parlez d'une réouverture généralisée des commerces le 11 mai. Ce n'est pas ce que les experts prévoyaient. Est-ce que ce n'est pas dangereux de ne pas suivre ce que les experts préconisaient? Alors il y a, à mon avis, une contextualisation qui doit être apportée. Les experts ont fait un travail extraordinaire, formidable, bien charpenté, bien détaillé, avec un rail de raisonnement qui est le leur et que nous partageons. C'est-à-dire, nous devons à chaque fois avancer d'étape en étape
en s'assurant que quand nous passons d'une étape à une autre, nous sommes dans une zone verte, nous sommes dans une zone où c'est OK. L'autre point d'importance, c'est que nous redéfinissons en fait l'organisation de la société, l'organisation du travail, l'organisation de la vie privée, l'organisation des soins de santé, l'organisation de l'enseignement. Vous le voyez, ça n'est pas simple. Et tous ces différents éléments font l'objet d'un équilibre qui peut se trouver respecté ou trouvé différemment quand on est un groupe d'experts ou quand on est responsable à notre niveau. Ce n'est pas pour ça qu'un équilibre est moins intéressant que l'autre, mais il est clairement différent. Et en fait, par rapport à la proposition initiale des experts, ce que nous avons proposé, c'est de retarder par rapport à la proposition initiale l'ouverture des commerces, puisque dans la proposition initiale des experts, les commerces, une certaine partie des commerces B2C ouvraient plus tôt. Nous retardons l'entièreté du package. Par contre, nous demandons que l'entièreté des commerces soit ouverte en même temps. Pourquoi? Parce que, on l'a vu dans la crise, tout le monde souffre. Il y a des souffrances humaines, il y a des souffrances psychologiques, il y a des souffrances dans tous les sens, mais il y a aussi des souffrances sociales et des souffrances économiques. Il y a aussi des entrepreneurs qui ne peuvent plus gagner leur vie. Et c'est vrai qu'on a mis en place toute une série d'aides et de soutiens, mais ce n'est pas un objectif de vie de rester à la maison et d'attendre d'avoir cette aide et ce soutien quand on est entrepreneur. On veut aller travailler. Et si vous faites un choix de secteur ou un choix de taille d'entreprise, vous générez la discrimination. Et c'est vrai qu'au début de la crise, on a quelque part un peu discriminé, puisqu'on a dit les magasins d'alimentation peuvent vendre et pas les autres. Et quand on sait que dans les magasins d'alimentation, on peut aussi vendre des télés, du papier, etc., moi je comprends la frustration. Mais nous étions dans une urgence absolue, nous ne savions pas préparer les choses autrement, et donc on a répondu à l'urgence. Et on a bien fait d'ailleurs. Aujourd'hui, on est dans un système différent. On est dans un système où on doit réfléchir au déconfinement. Quels sont les équilibres? Et pour nous, cet équilibre qui dit, eh bien, les commerces doivent pouvoir tous avoir la même chance de réussite et de s'en sortir, qu'ils soient grands ou petits, et peu importe le secteur, pour nous c'est très important. Et j'irai même au-delà de ça, ça a été des questions et des interpellations qui ont été souvent énoncées au Parlement. Parlement, représentation de la population aussi dans ce système démocratique. On ne pouvait pas faire semblant que ça n'existait pas. Et donc d'une part, nous avons effectivement reculé d'une semaine l'ouverture des B2C. Il est vrai que dans la proposition initiale, les B2C étaient plus restreints. Nous ouvrons le champ des possibilités, mais nous souhaitons l'accompagner de mesures qui ne sont pas encore déterminées, mais de mesures qui vont en fait permettre de contrebalancer la proposition, puisque dans le plan du GES, l'ouverture généralisée des commerces était prévue une semaine plus tard. A priori sans condition, mais cela aurait peut-être pu évoluer. Et donc la proposition que nous faisons pour se retrouver dans des équilibres fondamentaux pour la sauvegarde aussi, évidemment, de la santé de nos concitoyens, c'est de dire, oui, peut-être que le spectre sera plus grand, mais l'accès sera beaucoup plus limité que ce qui était prévu par ailleurs. C'est-à-dire que l'on peut trouver toute une série de systèmes pour que l'offre soit la plus large possible, mais que l'accès à l'offre, donc la clientèle, soit restreinte en termes de fréquentation. Donc, l'entièreté de la population pourra avoir accès à ces magasins, mais on peut imaginer qu'elle n'ait pas accès à ces magasins en même temps, qu'elle n'ait pas accès à ces magasins de n'importe quelle manière. Je m'explique. Une des difficultés, c'est l'utilisation des transports en commun. On peut imaginer toute une série de choses de manière créative pour répondre à ce besoin impérieux et à la fois préserver la santé de nos concitoyens en limitant les accès. Et c'est la démarche dans laquelle nous nous retrouvons, et nous avons demandé au GIES de nous accompagner dans cette dynamique. Pourquoi? Parce que nous savons par ailleurs que le GIES
travaille ou a également travaillé ou commencé à travailler sur ce type de procédure, tout simplement. Ja, ik heb ook nog heel wat vragen, omdat er ook nog wel wat onduidelijkheid is. Alles na 8 juni, reizen, kampen en dergelijke meer. Dat wordt nog bestudeerd, maar ook op 18 mei. Bezoek thuis wordt nog bestudeerd, de kappers wordt nog bekeken. Ja, daarmee weten we het eigenlijk nog niet. Is er nog heel wat onduidelijkheid? Wat wil dat zeggen? Dat wil dat zeggen dat we zijn helemaal coherent met de strategie en wat we hebben altijd gezegd. We moeten heel goed begrijpen dat we zijn in een andere wereld sowieso. De manier van denken is totaal anders vandaag dan we konden denken een paar maanden geleden. En ik weet dat het moeilijk is. Garantie. We dachten vroeger dat dingen was gegarandeerd, ook gezondheid. We hebben een relatie met onzekerheid die heel moeilijk is voor ons. En dat was goed, dat was heel comfortabel. Maar nu we zijn in een andere situatie. En we willen altijd een duidelijke en een ware expressie geven aan de mensen. Dat is heel belangrijk. Dat wanneer we zeggen iets, het is opgebouwd. En we hebben erover gedacht. En we moeten ook genoeg... we moeten genoeg eerlijk zijn, ook om wanneer te zeggen dat ik weet het niet. Ik zal geen valse beloven doen, dat zal ik niet doen. Wat we weten, we zeggen het. Wat moet nog gedacht worden, zal nog bespreken worden en dat zal gecommuniceerd op een goede moment. Want het herdefiniëren van de gemeenschap is een hele moeilijke job. En we nemen ons tijd voor alle zekerheid en we zullen stap per stap evolueren. En als ik moet zeggen, met andere landen, ik denk dat we hebben vandaag heel veel duidelijkheid gebracht. Maar natuurlijk zal het nooit genoeg zijn. Want iedereen wil weten, mag ik naar vakantie gaan? Mag ik vakantie boeken? Mag ik naar de zee gaan? We moeten het waarheid zeggen. Vandaag, het is nog niet duidelijk, maar we werken het voor. Erover. Oui. Qu'est-ce que vous proposez pour les gardes d'enfants notamment, puisque forcément tous les travailleurs qui vont pouvoir reprendre le boulot, ce sont aussi des enfants à garder, les maternelles restent fermées, certaines crèches ne sont pas accessibles, les grands-parents ne peuvent pas s'occuper des enfants. Donc qu'est-ce que vous proposez pour ces parents ? Alors effectivement, à partir du moment où vous déconfinez et que vous donnez de plus en plus d'opportunités aux gens de travailler, et que ceux-ci ont des enfants qui ne peuvent pas s'organiser d'une manière satisfaisante, eh bien, les enfants doivent pouvoir être gardés, comme l'on dit, les enfants de moins de 14 ans, parce qu'on estime quand même qu'au-dessus de 14 ans, les solutions autres peuvent être trouvées. Et c'est pour ça qu'en concertation avec les écoles, nous confirmons que ces garderies, ce système de garderie, reste d'application pour les parents qui n'ont pas d'autres solutions que de déposer leurs enfants à la garderie. Il y a toute une série aussi, et ça c'est aussi très important à rappeler, je l'ai dit au début de mon speech, vous avez aussi toute une série de structures ou d'infrastructures qui en fait étaient totalement en capacité de continuer à travailler. Mais pour des raisons diverses, comme par exemple les mamans ou les papas ne travaillent plus et donc ils ont gardé leurs enfants à la maison, vont retourner travailler et vont pouvoir réouvrir et pouvoir récupérer leurs endroits donc de crèche, etc. Donc tout ça va se remettre totalement en route. Et je répète, les écoles auront la charge, comme elles l'ont eu jusqu'à présent, de pallier à la garde des enfants de moins de 14 ans lorsque ce sera nécessaire. Oui. Dank u. 2 korte vragen. 1 over de gratis mondmaskers die de regering wil uitdelen. Hoe zal dat precies in zijn werk gaan? Op welke manier zal de Belg een mondmasker krijgen de komende 2 weken?
En 2, het is 11 uur op een vrijdagavond. Het heeft heel lang geduurd. Kan u wat uitleg geven waarom het zo lang duurde en waarom deze historische persconferentie op deze manier doorgaat? Dank u. Uw laatste vraag is heel interessant. We hebben gesproken over een maatschappij die zekerheid willen hebben. Die zekerheid willen hebben ook ten opzichte van om hoe laat krijg ik een persconferentie voor een zo belangrijk onderwerp. Dit is een heel ingewikkeld onderwerp. En we nemen tijd om zeker te zijn dat iedereen dezelfde begrepen. Waar we zijn, waar we waren, waar we willen naartoe. Wat is duidelijk en wat moet nog besproken worden. En ik denk dat dat de belangrijkste punt is. En dat we komen hier samen, federale niveau, deelstaten, met een gemeende standpunt. En als we akkoord gaan op dit volledige presentatie, dat is heel veel werk. We hebben deze week zoveel keer vergaderen. We hebben samen naar voren geweest, samen altijd. En dus, sorry als er zijn veel mensen die moesten een beetje wachten, maar dat is ook de realiteit. Dus we zijn inderdaad ook in een wereld waar garantie over tijdstip van persconferentie kan niet gegarandeerd worden. En we hebben liever dat we klaar zijn met iets die heel duidelijk is, dan te vlug komen met fouten. Over de mondmaskers. Jullie hebben goed begrepen dat de mondmaskers zullen behandeld worden op federale niveau en op regionale niveau, ook op communautaire niveau. En dat we zullen alles samenwerken om de gratis maskers te kunnen geven aan de bevolking. En u zou ook begrijpen dat als dit volledig af was ten opzichte van hoeveel, wanneer, hoe, we zouden het nu zeggen. Maar u mag niet ongerust zijn. De moment dat we hebben zekerheid dit keer aan wanneer het zal komen en hoe, we zullen het zeker communiceren. Peut-être encore une question? Jullie geven economie en de werkenden eigenlijk toch meer hoop. Maar de mensen op zich, die bieden jullie vrij weinig perspectief. Jullie zijn strenger geweest dan de experten als het gaat over sociaal contact bijvoorbeeld. Waarom hebben jullie dat gedaan? Dat is interessant, want u start vanaf het standpunt dat de GS deelt zijn standpunt ten opzichte van de sociale contact niet met ons. En dat is niet correct. De geest heeft zichzelf zijn standpunt veranderen ten opzichte van de sociale contact. En dat is een gemeenschappelijke beslissing. Ja, nog 2 vragen. 3 questions très brièvement. Je vais très vite. Une première question en ce qui concerne les réunions de famille, c'est très important. Pas mal de personnes nous posent cette question. On parlait des réunions de famille à partir du 4 mai, c'est retardé au 18 mai. Pour quelle raison? Est-ce que ça signifie par exemple que la fête des mères le dimanche 10 mai, pas de réunion de famille pour cette fête des mères? Première question. Une question pour vous, Monsieur Jolet, sur base des écoles. On voit que les maternelles, les cours sont toujours suspendus. Est-ce qu'il faut s'attendre du coup à ce que les maternelles ne reprennent pas du tout cette année? Et alors une toute dernière question, vraiment, en ce qui concerne la fête nationale, le 21 juillet, c'est aussi une question qu'on nous pose. Qu'en est-il du 21 juillet? Est-ce qu'il y aura un rassemblement? Et qu'en est-il enfin en ce qui concerne les matchs de football? Merci beaucoup. Là, vous venez de tricher parce que vous en avez ajouté une pour le sport. Je sais, mais on a attendu très longtemps, Madame Lupes. Voilà, on a énormément de questions. Je vous remercie déjà. En wat met 11 juli, zegt meneer Jambon. Alors, évidemment, je vois que vous me prenez par les sentiments puisque vous parlez de la fête des mères. Heureusement, on pourra en tout cas la fêter à la maison sans ma maman, effectivement, et on sera nombreux dans ce cas. La réunion de famille, elle pourra avoir lieu quand les conditions seront remplies pour ouvrir les cercles, tout simplement. Et donc, vous pensez bien qu'il n'y a personne qui trouve amusant
de se retrouver dans des situations où on n'invite plus les amis chez soi, on ne peut plus prendre ses parents dans les bras, et d'autres amis d'ailleurs. Ce n'est pas une situation agréable. Et je peux vous garantir que si c'était possible et si ça rentrait dans cet ensemble d'équilibre qu'on essaye de préserver et que ça pouvait se faire avec toutes les garanties, eh bien on le ferait. Donc si ça n'est pas fait, ça n'est pas un jeu, ça n'est pas par plaisir, c'est simplement parce que ça n'est pas prêt. Et je vais un petit peu encore insister sur un point. Vous parlez du 18 mai. Et je sais qu'il n'y a pas malice, mais je veux quand même bien préciser que quand nous mettons des dates en avant, ce sont des dates qui vous permettent d'inscrire dans la ligne du temps différents moments et qui sont des dates que nous aimerions bien pouvoir évidemment atteindre pour passer d'une phase à une autre, mais ce serait sans compter la philosophie même du système, à savoir le système de cliquet et de monitoring. Ça veut dire que vous allez prendre une décision d'assouplissement qui va en fait avoir un effet sur la propagation du virus pour la simple et bonne raison que plus de gens vont se retrouver en contact. Et cet effet doit être monitoré et on doit s'assurer que l'effet de ces décisions reste dans une zone qui soit verte, on va l'appeler comme ça, acceptable, une zone acceptable pour passer ensuite à la prochaine étape. Si cette zone n'est pas verte, si on n'a pas un check, OK, on peut passer à la deuxième étape. Il y aura beau avoir eu des dates qui auront été précisées à titre indicatif, on ne passera pas à la prochaine étape. Fête nationale, 200 000 personnes à Bruxelles. Je ne suis pas sûre qu'au mois de juillet, nous serons en capacité d'organiser ce type d'événement. L'organiser, oui. Le faire en sorte que les gens se côtoient à ce point-là, je pense que non. Maintenant, on travaille, on réfléchit à quelque chose d'alternatif, on ne sait pas encore quoi, parce que c'est un moment important pour tous les Belges et on doit essayer de pouvoir de nouveau créer dans ce nouveau normal, dans cette nouvelle manière de fonctionner, un moment de rassemblement pour les Belges parce qu'on sait que c'est important. Je pense qu'il y avait une question pour M. Geolet. D'abord, que ce soit concernant le maternel, le primaire ou le secondaire, vous avez vu les conditions de rentrée. Nous serons évidemment très, très vigilants. Je veux vraiment rassurer les élèves, les étudiants, bien évidemment, mais aussi les parents et les enseignants. Nous prendrons évidemment toutes les précautions de sécurité par rapport à la santé, on a dit, c'est la priorité, et par rapport aussi à toute une série de mesures d'hygiène que j'ai pu rappeler tout à l'heure. Concernant les maternelles, pour être très précis, il y a une suspension des cours jusqu'au 30 mai et en concertation avec les experts, il y aura une évaluation à un certain moment pour voir si oui ou non il y a une possibilité ou une volonté aussi de faire rentrer les maternelles, mais en tout cas les cours, si on peut appeler les cours pour les maternelles, sont suspendus jusqu'au 30 mai et il y aura une évaluation prévue avec les experts. Dernière question, vous en avez combien? Une seule pour l'instant. Parfait, merci. Si j'ai bien compris, la stratégie de déconfinement, elle repose sur 25 000 tests par jour. On a promis 10 000 tests et on n'y est pas encore effectivement. Donc comment vous allez arriver à ces 25 000 par jour? Mais on sait que d'abord les 25 000 tests, c'est la capacité. Il faut bien comprendre, quand on parle de tests, parfois on confond un petit peu les concepts. Quand on parle de tests, c'est la capacité à analyser des tests par jour. C'est ça, les 25 000 tests. Mais en amont de cette capacité d'évaluation, il faut faire les tests, physiquement faire les tests. Et ça, ça rencontre parfois toute une série d'obstacles dans la mise en route, tout simplement. Et évidemment, si vous avez une capacité de 25 000 tests par jour, que le début du roll-out, comme on appelle, prend du retard, ce n'est pas un reproche, ça fait partie des choses, eh bien vous vous retrouvez en fait dans un entonnoir, et donc c'est au niveau de la capacité des tests, d'évaluation des tests qui reste à 25 000, mais qui évidemment ne s'est pas absorbé s'il en reçoit un jour 30 000. Ceci étant dit, vous l'avez vu dans les slides, l'objectif c'est de pouvoir monter
encore plus haut avec les tests PCR. Et c'est vrai, vous l'avez dit, une des choses qui va être très importante, c'est le testing et le tracing, pour 2 raisons. Parce qu'effectivement, ça va nous permettre d'avoir des actions proactives vis-à-vis de la personne qui va être testée positive. On le voit dans les maisons de repos aujourd'hui. Bien évidemment, quand les gens étaient symptomatiques Covid-19, on les protégeait en les mettant de côté, on protégeait les autres patients. Et on voit en fait à l'analyse que une partie des personnes qui étaient symptomatiques Covid ne sont en fait pas des Covid. Ça permet aussi d'apporter le meilleur des traitements. Et ça permet aussi aux scientifiques de pouvoir analyser de manière plus proche l'évolution de la maladie, parce qu'en fait aujourd'hui, jusqu'à présent, sans test massif, ils étaient entre guillemets, en fin de parcours, c'est-à-dire au moment où les gens rentraient à l'hôpital. Et ça devenait la méthode d'évaluation. Alors qu'en fait, si on développe le testing et le tracing, on va non seulement pouvoir prendre en main les gens plus rapidement, les isoler si nécessaire, et je rappelle bien, si vous avez des symptômes grippaux, n'attendez pas d'être testé pour vous isoler. Ça a toujours été la règle de prudence. Mais quand vous allez tester, évidemment, vous allez pouvoir plus facilement adapter la prise en charge. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous un excellent week-end.